Ils ont ce qu'on appelle des structures d'accueil. C'est parce que leurs parents sont vivants, leurs parents existent, ils auront le soutien familial. Donc il y a autant de choses qui concourent à leur retour. Et indépendamment de ça, parfois, il y a des formations qui requièrent certaines technicités qui, malheureusement, font que des personnes, quels que soient leurs soucis, leurs souhaits de rentrer dans leur pays, techniquement, en termes de plan de carrière, ne peuvent pas. Et puis, naturellement, permettez-moi de vous le dire, il y a aussi la pesanteur environnementale qui est extrêmement lourde. Et parfois, c'est un frein, je dirais, au désir de rentrer. Et c'est autant de choses qu'il faut absolument qu'on essaye de résorber pour permettre aux gens, aux jeunes, de rentrer. Vous voulez dire que le Bénin n'accueille pas ses fils, n'est pas prêt à accueillir les plus brillants de ses fils pour contribuer, pour faire comme disait un roi, n'est-ce pas, utiliser, n'est-ce pas, tous les doigts de... Tous les fils. Les fils, quelle était l'expression? Invitait tous les fils à venir boucher les trous de la jarre, percer celle-ci, représentant... Non, moi je suis persuadé que le Bénin n'accueille pas tous ces fils. Vous savez, je suis bien content que Mme Danielle Pliasola, voilà aussi quelqu'un qui aurait pu rester en France et faire une très très belle carrière là. Et aujourd'hui, je veux dire, les compétences qui sont les siennes et qu'elle essaye de faire valoir à son groupe Move sont absolument incontestables. Et donc c'est bien la preuve qu'il y a quand même des gens qui sont rentrés au Bénin et qui travaillent pour le Bénin. Dans le même temps, si le Bénin était un peu plus ouvert, était un peu plus, je dirais, un peu moins regardant sur certaines choses, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui veulent rentrer. Parce que croyez-moi... Par exemple Oh, vous savez, moi, j'ai plein d'amis qui font de très très belles carrières en France. Serge Ekoué est quelqu'un d'extrêmement brillant, c'est un banquier d'une très très grande valeur. Alain Chibozo, c'est l'un des plus grands, il a fait HEC Paris, c'est l'un des plus grands traders de Paris. Et dans le même temps, il y en a qui arrivent. Vous savez, Madame Dorego Safi Sylvie est bien rentrée au Bénin et travaille pour le Bénin. Donc ça veut dire qu'en fonction des circonstances, en fonction des opportunités, et tout récemment bien sûr, et en fonction des opportunités, eh bien les gens rentrent au Bénin. Et c'est comme ça que nous allons construire notre pays. Et plus il y aura des opportunités, plus il y aura des gens qui vont rentrer au Bénin. Alors là-dessus, moi je suis vraiment d'accord avec vous. Je conviens qu'aujourd'hui, il faudrait que tout le monde rentre pour donc construire le Bénin émergent. Permettez-moi de vous dire, monsieur Vincent Moïse, son fils Bernard aussi est rentré au Bénin. Il a mis en place une structure hôtelière qui marche très très bien. Lui aussi, il avait eu la possibilité de rester en France. Je l'ai rencontré à ses filles à Abidjan. Voilà, donc c'est bien la preuve que dans notre génération, il y en a quand même beaucoup qui ont opté pour le choix de rentrer au Bénin. Et ils sont rentrés. Ils le font. Ils le font parce qu'ils aussi ils ont le soutien de leurs parents. On a reçu tout récemment Yves Comaclo, centralien, qui a fait son MBA à l'université de Yale, aux États-Unis, une prestigieuse université. Il est rentré il y a 10 jours. Yves Comaclo, c'est un ami d'enfance. On a été à l'école aussi au même moment quand il est rentré au Bénin. Le lendemain, il est passé me voir à Top Chrono pour me dire qu'il était arrivé. C'est quelqu'un qui a une très très grande valeur et j'espère d'ailleurs que des gens comme ça, nos entreprises apprécieront leur valeur. Parce que lorsque vous parlez de Yves Comaclo, c'est quand même quelqu'un qui est d'une densité intellectuelle très très forte. Et des gens comme ça, eh bien, nous avons besoin d'eux. Et c'est pour ça que... Pourquoi est-ce que Yves Comaclo est rentré au Bénin? Parce qu'il sait qu'au Bénin, il a autour de lui des amis qui peuvent le soutenir, qui peuvent l'accompagner, malgré toute la belle carrière qu'il a faite en France, malgré le profil très très pointu, très puissant qu'il a eu, eh bien voilà quelqu'un qui a fait le choix de rentrer au Bénin. Et en tout cas, nous sommes très heureux de le savoir parmi nous. Et alors tous ces gens-là qui sont rentrés représentent aujourd'hui un exemple pour tous ceux qui ne veulent pas rentrer. Et moi, je voudrais quand même retourner dans votre entreprise pour dire que tout à l'heure, et pour qui vous connaît d'ailleurs, on sent que vous mettez un accent particulier sur votre image. Alors qu'on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Est-ce que pour entreprendre, il faut forcément mettre un accent sur son image? Vous avez vu le curé de Saint-Michel, on ne peut pas dire qu'il est en costard-cravate. Hein. C'est bien la preuve qu'on n'a pas encore vu de moine autrement habillé, même si on veut jouer la carte de la modernité. Donc, je pense que l'image est extrêmement importante. Et moi, je pense qu'il y a des normes et des standards aujourd'hui internationaux qu'il faut respecter. Et la vocation de Top Chrono, c'est de faire en sorte que lorsque nos partenaires arrivent, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, eh bien, qu'ils se reconnaissent dans une entreprise moderne. Vous savez, ce qui fait la force de l'entreprise, c'est les partenariats, je dirais, internationaux. Ces partenariats, naturellement, nécessitent aussi des déplacements, des voyages. Il ne faudrait pas que ce soit dans un sens unique. Lorsque eux
nous, on va chez eux, qu'on soit dans un standard tout à fait, je dirais, uniforme, avec des normes de qualité tout à fait remarquables, et que lorsque eux, ils viennent chez nous, ils se rendent compte que les choses ne sont pas aussi agréables que ça. Je mets un accent extrêmement important sur la qualité, sur le respect des normes, de telle sorte que lorsque n'importe qui, de n'importe quelle entreprise, de n'importe quel environnement, vient à Top Chrono, eh bien, qu'il se reconnaisse dans une entreprise moderne. Très bien. Monsieur Fassia, revenons un peu à Top Chrono, puisque nous y sommes déjà. Vous avez créé cette entreprise, mais comment ça s'est passé? En général, quand on crée une entreprise, on pense certainement pays, mais ensuite on pense région, et ensuite à l'international. Où en êtes-vous? Est-ce que Top Chrono est une multinationale en devenir? Où est-ce que vous en êtes exactement? Alors c'est vrai que M. Samb tout à l'heure a parlé, c'est M. Samb qui m'a emmené au Sénégal pour ouvrir ma filiale du Sénégal. C'est Maître Bertin Borna qui m'a emmené au Burkina pour ouvrir ma filiale du Burkina, et puis ensuite on a ouvert à Lomé. Mais le problème c'est quoi? C'est la difficulté à s'installer dans les pays africains lorsqu'on n'est pas natif du pays. Vous savez, lorsqu'on parle de racisme à l'endroit des Français, à l'endroit de l'Europe, je suis désolé. Moi, j'ai été chef d'entreprise. J'ai eu l'ambition de faire en sorte que Top Chrono soit l'opérateur de courrier express au niveau africain, comme FedEx l'est pour les Américains, comme Aramex l'est pour le Moyen-Orient. J'ai eu l'ambition de faire en sorte que Top Chrono soit un opérateur africain. Mais naturellement, il y a des freins. Il y a des freins extrêmement lourds, il y a des freins extrêmement graves qui font que l'ambition que vous avez est toujours quelque part absorbée par des contraintes liées à la sociologie de oui, là où mais vous écoutez, êtes. moi je dis toujours, hein, le repas le plus succulent fait souffrir la mâchoire. Hein. Oui. On ne peut pas vous le donner comme ça. Je pense que la meilleure solution, vous savez, le but de créer n'est pas de générer de la trésorerie, c'est d'abord de rendre service, comme a dit M. Pognon. Et très franchement, en toute honnêteté, ça a été ma vocation, et c'est ça qui a suscité mon souhait de créer une entreprise. Lorsque je m'installe dans un pays, l'objectif n'est pas de ramasser, entre guillemets, les recettes du pays. C'est de faire en sorte que nous puissions avoir une entité qui fédère un environnement, qui a vocation de s'ouvrir à travers le monde. C'est ça le transport express par définition. Et la raison pour laquelle aujourd'hui les différents opérateurs dans ce domaine sont performants, c'est parce qu'ils sont présents partout. Et je crois qu'il est important pour Top Chrono, en tout cas pour nous, que les pouvoirs publics nous aident à nous implanter dans la plupart des pays africains, parce qu'il est temps que nous ayons notre entreprise de courrier express africain. Et pour cela, je me bats et je me battrai jusqu'au bout. Très bien. Alors, monsieur, il y a un de vos collaborateurs, tout à l'heure, une des personnalités que nous avons interviewées, qui a dit que vous aimez vraiment mettre l'accent également sur la ressource humaine. Là, ce que je voudrais vous demander, c'est comment vous arrivez donc à faire de vos collaborateurs des partenaires pour le développement de votre entreprise, de votre société. Vous savez, la vision que vous avez là, comment vous avez réussi à la partager au niveau des collaborateurs, pour qu'ils les fédérer, n'est-ce pas, pour qu'ils soient vraiment partie prenante de l'affaire, qu'ils se sentent concernés et qu'ils fassent de cette entreprise réellement leur entreprise? D'abord, moi, je crois que, par définition, l'entreprise pyramidale est complètement, je dirais, révoquée. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique tout à fait intracellulaire à l'intérieur de laquelle les gens communiquent. Et j'attache un point extrêmement important à cela. Et c'est vrai que je crois en la jeunesse, en tout cas de mon pays. Je crois que la jeunesse est porteur de beaucoup d'imagination et de créativité. Et au travers de Top Chrono, eh bien, on essaye de faire en sorte qu'elle puisse s'épanouir sur le plan professionnel et qu'elle puisse se réaliser en termes de plan de carrière. Et c'est pour cela que lorsque nous recrutons des jeunes au sein de notre équipe, eh bien, nous leur inculquons ce que j'appelle la culture de l'entreprise. Et cette culture, c'est l'âme de l'entreprise. Et toute personne qui veut intégrer l'entreprise et respecter ce qu'on appelle les standards, je dirais, universels, est obligée d'intégrer cela. Et notre jeunesse aussi a le devoir d'intégrer ce que j'appelle les normes internationales. Alors, Monsieur Sokri, nous allons à présent aborder une autre rubrique dans cette émission. C'est en rapport avec Top Chrono toujours, mais dans les économies africaines. Et la première question va vous revenir. Oui, justement, je l'ai déjà, n'est-ce pas, anticipé, hein, quand je lui ai dit que est-ce que c'est une multinationale en gestation. C'est-à-dire que, bon, d'abord, quel est aujourd'hui le capital, n'est-ce pas, de votre société? Oh, nous sommes restés une très très petite entreprise. Hein. Tout à fait. Toujours 1 million de francs? Toujours, une SARL. Ok, vous n'avez pas recapitalisé? Non, non, pas du tout. Non, parce que vous savez, je crois en l'entreprise familiale.
D'accord. Et c'est ça qui fait la proximité, je dirais, de Top Chrono. Et c'est vrai que la raison pour laquelle la Financial Bank est avec nous depuis 10 ans, tel qu'il l'a dit, que EcoBank est toujours client chez nous. Non, non, absolument pas. Non, non, le but n'est pas du tout de faire de la publicité. Autrement, c'est parce qu'il y a eu un reportage par rapport à cette entreprise. Là, j'ai parlé aussi d'EcoBank, qui est aussi un bon client. Madame Pli est là, la société Move. Donc, je pense que l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que nous restons une entreprise familiale et que la notion de proximité soit toujours un point d'honneur par rapport à nos activités. Vous avez combien d'agents aujourd'hui? Au sein du groupe, en consolidé, nous devons être à peu près une centaine, un peu plus d'une centaine. Ok, très bien. Alors, moi, j'ai une question pour vous, Monsieur Fassia. À vous voir, à voir d'ailleurs l'ampleur de vos activités, on se demande combien d'heures vous travaillez personnellement par jour pour atteindre donc, ces performances. Et comment est-ce que vous partagez le temps de travail avec vos collaborateurs? Lorsque vous me demandez combien d'heures de travail j'effectue par jour, je vais raconter une anecdote. Vous savez, ma mère est venue une fois dans mon bureau, elle a vu que ma table était complètement vide. Et 2 ou 3 mois après, elle est revenue, c'était toujours aussi vide. Elle me dit, mais t'es sûr que tu travailles toi? Et je lui ai dit, mais non, on n'a pas besoin d'avoir autant de documents sur table pour travailler. Et c'est vrai que je délègue beaucoup, d'accord? Et pour moi, la notion de responsabilisation par rapport à ses collaborateurs, c'est de leur déléguer un certain nombre de choses à faire. Et une fois que vous déléguez, eh bien, votre rôle à vous, c'est de superviser et de voir si les différentes tâches que vous avez, entre guillemets, élaborées sont exécutées. Donc, par rapport à cela, je crois en ce qu'on appelle l'entreprise participative. C'est dans ce sens que Top Chrono travaille. Et c'est par rapport à cela que les jeunes que nous recrutons, nous les insérions dans une certaine dynamique. Cela suppose que quand vous déléguez, on délègue à des gens à qui on a confiance, on délègue à des gens compétents, on délègue à des gens qui en veulent. Ça veut dire que vous formez beaucoup vos personnels pour atteindre, n'est-ce pas, ce niveau de compétence. Je pense que c'est le préalable dans tout recrutement. Je pense que c'est des choses dont on a absolument intégré les différents paramètres. Et c'est vrai que lorsqu'on recrute, eh bien, parfois ça nous arrive d'attendre 1 an pour avoir un bon recrutement. Et il y a aussi le problème de formation lorsqu'on parle de recrutement. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui a fait des études en Europe, par exemple, et qu'il se vend, excusez-moi, en face de vous, vous avez quelqu'un qui se vend. Lorsque vous avez quelqu'un qui a été formé, excusez-moi, je vous demande pardon, mais le but c'est quand même de dire la vérité. Lorsque quelqu'un est formé ici, on n'a pas l'impression qu'il se vend. On a l'impression qu'il vous supplie de travailler. Et toute la différence, elle est là. Et ce que moi, je voudrais inculquer à mes collègues dans le travail, c'est la capacité qui devrait développer à se vendre, à ne jamais avoir peur d'affronter certaines difficultés. Et il faut que dans nos modules de formation, que nos jeunes qui sortent d'école soient des jeunes qui n'ont pas peur d'aller en entretien, qui n'ont pas peur de travailler, qu'ils apprennent à se vendre et non pas qu'ils apprennent, entre guillemets, à essayer de demander qu'on les embauche. Lorsque vous lisez une demande d'emploi, c'est je suis prêt à faire n'importe quoi. Non. Oui, d'accord, M. Fassia, ils constituent la victime. En fait, je ne viens pas les défendre, mais c'est l'environnement dans lequel ils sont. Oui. Qu'est-ce qu'on fait là? Je pense que c'est en cela. Vous avez le patronat, vous êtes vice-président du patronat, oui. Vous êtes membre de la chambre de commerce, je suppose. Bien sûr. Mais que font ces structures-là pour modifier le métabolisme du système de formation dans ce pays, de manière à avoir les compétences que vous cherchez? Justement, c'est des choses que nous déplorons tous. Et bien, par rapport au patronat, puisque vous évoquez la question du patronat, nous sommes en train de travailler de façon à ce que la plupart de ces jeunes soient davantage insérés dans le monde du travail et que le niveau de formation de nos universités soit amélioré pour que nous ayons des cadres de très haut niveau dans l'intérêt du développement de notre pays. Parce que le but, c'est quoi? C'est de créer de la richesse. Et la richesse, vous la créez comment? Vous la créez en créant des entreprises. Et vous savez, le pouvoir d'achat a un rôle très important. C'est ça qui permet à l'environnement de vivre dans une certaine mutation. Et là, le pouvoir d'achat, vous ne l'avez que lorsque vous avez un travail. Donc nous devons travailler pour que le niveau de chômage dans notre pays se réduise et que de plus en plus de jeunes, lorsqu'ils sortent d'école ou d'université, n'aient pas l'obsession du chômage. Oui, c'est une question qui nous concerne tous. D'ailleurs, je me réjouis que vous organisiez régulièrement ce qu'on appelle les jeudis de l'entrepreneuriat, qui sont devenus une espèce de, je dirais, de référence par rapport à notre environnement microéconomique. Dans tous les cas, nous avons aujourd'hui la responsabilité, en tant qu'opérateur économique, de ne pas rester indifférent par rapport à cette accumulation croissante du taux de chômage dans notre pays. Nous avons c'est un vrai problème de M. société. Fassia sur ce plateau, d'autres invités qui ont l'air donc de mieux
vous connaître, de bien vous connaître et qui vont réagir soit par rapport à votre personne, soit par rapport à la collaboration qu'ils entretiennent avec Top Chrono. Et je vais laisser la parole à M. Zokli. Merci beaucoup, Angela. Nous avons effectivement plusieurs personnalités sur le plateau. Je vais commencer par M. Moïse Messan. M. Moïse Messan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur agronome, ancien sous-directeur général de la FAO, ancien vice-président du FIDA. Vous avez été ministre de l'Agriculture, vous avez été ministre de l'économie et des Finances. Mais avant de vous poser ma question, je vais partager quelque chose avec vous. Vous savez, le ministre Essi Amara, qui était ministre des Affaires étrangères, d'abord du président Houphouët-Boigny, ensuite du président Henri Konan Bédié, était à un moment donné candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies. Et à la télévision ivoirienne, on lui a posé la question de savoir s'il y avait en Afrique d'autres candidats qui étaient capables, qui étaient susceptibles, n'est-ce pas, de postuler à ce poste, à ce prestigieux poste, et qui étaient qu'on pouvait recruter valablement. Et il avait dit quelque chose que j'ai accueilli avec beaucoup de fierté. Il avait dit, le président Houphouët-Boigny avait une grande admiration pour beaucoup de cadres, mais tout spécialement deux. Il avait cité Moïse Messan et Albert Hérouédré. Et je tiens à vous le dire parce que c'est très important, j'ai la chair de poule en le disant, et je tiens à vous remercier de tout ce que vous faites pour votre pays à l'extérieur. Maintenant, ma question est la suivante. Quels sont vos rapports avec M. Régis Fassia et quelle appréciation portez-vous sur Top Chrono parce que vous n'êtes pas invité là pour la décoration? D'abord, merci Pierre Zokli pour avoir rappelé cette remarque du ministre Essi Amara. Et je suis très sensible à ce qu'il a dit et encore plus sensible au fait que vous l'ayez rappelé. C'est un grand Africain, un grand bâtisseur de l'Afrique. Maintenant, pour répondre à votre question, ce qui me lie à Top Chrono, c'est en fait deux choses. Il y a d'abord un homme et ensuite une idée. L'homme, c'est Régis Fassia, que j'ai eu l'immense plaisir de découvrir et de connaître il y a quelques années, je dirais même plusieurs années déjà, à travers des relations amicales familiales. Et j'ai très vite identifié en lui un esprit très vif, créatif, un brasseur d'idées et, j'avoue, un bâtisseur, un esprit de bâtisseur. Et je suis absolument convaincu que Régis Fassia fait partie des bâtisseurs du Bénin de demain. Voilà pour l'homme. Pour l'idée, c'est le concept même de Top Chrono qui m'a séduit. Parce que ce concept implique une impérative exigence. J'insiste sur impératif, bien que ça pourrait faire double emploi. L'exigence de partir à temps, de savoir partir à temps et d'agir dans les délais requis pour obtenir le succès qu'on attend d'une démarche, d'une initiative, quel que soit le domaine. Partir à temps, vous savez, Top Chrono, c'est un signe de départ. Un signe de départ souvent utilisé en sport pour les courses de vitesse, et je dirais même les courses de vitesse et d'obstacles. Finalement, quand on voit la vie, la réussite dans la vie, c'est quoi? C'est essentiellement avoir pu mener à bien et gérer une course d'obstacles. Et c'est donc cet aspect-là qui m'a séduit chez Top Chrono. Et de voir que, bon, si vous partez trop tôt dans la course, vous êtes éliminé. Si vous partez trop tard, vous êtes perdant. Et Régis a su utiliser ce concept pour promouvoir et faire avancer les relations, n'est-ce pas, humaines, notamment les relations dans le domaine de l'économie et dans le domaine social. Et moi, personnellement, je reçois toujours beaucoup de messages à travers Top Chrono.
dont l'exactitude n'a jamais été démentie. Et je peux dire que je crois que le succès qu'il rencontre au Bénin, en Afrique et dans le monde témoigne du fait que la qualité de ses prestations est restée de très très haut niveau. Voilà ce qui me lie à Top Chrono. Très bien, merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vais aller vers l'abbé Jonas Awansou. Vous êtes prêtre, ça se voit. Vous êtes curé de l'église Saint-Michel. Je voudrais savoir, dites-nous sur le plan spirituel, comment avez-vous porté la famille Fassia au démarrage et qu'est-ce que vous leur apportez aujourd'hui dans le développement de l'entreprise? Est-ce que vous êtes leur gourou? Merci d'abord de m'avoir invité et associé à cet échange qui m'édifie personnellement. D'abord, le fait que je sois présent sur le plateau, ça dit beaucoup de la personnalité et de la famille de Régis Fassia, parce que tout à l'heure, votre collègue, si je peux parler ici, a parlé de trois derniers Invité. tables rondes ici, n'est-ce pas? Tout à fait. Et donc je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un religieux, ni de leur religion à ce plateau. Mais que Régis m'ait fait l'honneur de m'inviter, ça dit tout sur lui. Très bien. Ça dit tout sur lui. Et les gens tout à l'heure ont parlé de courage, de dynamisme, d'audace. Je crois qu'ils sont un peu loin en le disant. C'est la foi. Très bien. Voilà. Le maître mot, c'est la foi. Très bien. Voilà quelqu'un qui croit d'abord en Dieu. Dieu qui est l'auteur. Vous voyez, vous parlez de l'esprit de créativité, mais il rejoint Dieu par excellence, le créateur. Vous voyez, il rejoint Dieu. Vous ne pouvez pas créer si vous n'êtes pas en Dieu. Ok. Très bien. Très bien. C'est de là, tout est parti de là. Et en même temps, il a l'espérance. Et il a cru en lui-même. Il croit que ce que Dieu a mis en lui, qu'on appelle talent, il peut les fructifier. Et la preuve, alors je suis lié à lui par l'amitié, par la fraternité, lui et sa famille est là, ses beaux-parents, sa famille. Et je crois que je le soutiens, si vous voulez parler, parce que d'abord, il s'est lui-même soutenu par sa foi. Très bien. Ok. Alors moi, je vais adresser une question à Madame Danielle Plia-Tevoitre. Vous êtes directrice commerciale de Move Bénin et les relations d'affaires entre Télécel et Top Chrono, quand est-ce que ces relations ont commencé? Merci. Je suis contente d'être là. Quand Régis m'a appelé pour me proposer de venir sur le plateau, au départ, j'étais un peu réticente. Et il m'a posé une question de confiance. Il dit, Daniel, tu m'aimes? Excuse-moi Sylvie, tu m'aimes ou pas? Je dis, mais bien sûr que je t'adore. Il dit, mais alors fais-moi ce plaisir, sois là. Et après je l'ai rappelé, je dis, c'est avec plaisir que je serai là sur le plateau. Et je suis contente d'être là. On a travaillé dès le départ, lorsque j'étais à Télécel Bénin. Top Chrono a démarré depuis 1995. Dès le départ à Télécel Bénin, on a eu à travailler donc avec Régis. Je me rappelle, il a débarqué un beau matin dans mon bureau avec une de ses collaboratrices, à l'époque Ghislaine Varango. Et il me dit, Daniel, je viens te proposer un partenariat gagnant-gagnant. Ce partenariat, je veux que Top Chrono fasse partie de tes meilleurs clients et que toi aussi, tu deviennes notre meilleur client. Il y avait d'autres réseaux sur la place, mais il est venu vers moi. Ce que je veux dire, et ça a rapport à un des traits de Régis, c'est vrai qu'on a un peu le même tempérament, un peu soupolé, impulsif, on a eu beaucoup de petits soucis, mais l'amitié reste. C'est quelqu'un qui, comme disait l'abbé, il a la foi, mais qui est très rigoureux et qui reste fidèle. C'est-à-dire que c'est pas parce que à côté il y a plus de gains qu'il s'en va. Et depuis 8 ans qu'il est avec nous, je me rends bien compte, il est là, il est fidèle, alors que je sais qu'il y a d'autres réseaux qui lui ont fait du pied pour qu'il arrive, mais il est resté fidèle. Ce que l'on apprécie avec Top Chrono, c'est que moi, personnellement, il y a une valeur que j'essaye de véhiculer au niveau de mes commerciaux, au niveau de Télécel Bénin.
C'est l'un des leviers de la performance qui a été développé dans l'un des livres cultes en management, le Chaos Management, écrit par Tom Peters et des Américains. Et l'un de ces leviers est ce qu'ils appellent la CRT. La CRT, c'est la capacité de réactivité totale. C'est-à-dire comment une entreprise aujourd'hui, pour qu'elle ait les potentialités pour réussir et rester sur le long terme, si elle n'a pas cette capacité de réactivité totale, elle ne s'en sort pas. Je crois que c'est l'un des secrets de Top Chrono et en phase avec une entreprise de GSM qui est dans le mouvement perpétuel, puisque nous, c'est la communication, on a besoin en temps réel que les courriers parviennent dans nos agences à l'intérieur, à Parakou, à Kandy. Il était vraiment la réponse à notre besoin. Et je crois qu'il a su vraiment le développer et aujourd'hui, la traçabilité, la réponse et tout, c'est vrai qu'on a collaboré. C'est pas dire que tout a été génial au départ. Je crois qu'un client aide aussi son fournisseur à grandir. Voilà. Parce que c'est sur ces réclamations qui lui permettent... Voilà, je lui dis... ne crois pas que tout est bien, tout est beau, voilà. Mais je crois que nous, on t'a aidé aussi à grandir. Parce qu'on était là, parfois je tapais du poing sur la table, je dis non, Régis, ça va pas, tes équipes déconnent et tout. Donc, il réagissait. Mais c'était cette capacité de réagir qui était vraiment formidable. Et si nous sommes encore avec lui aujourd'hui, je crois que vraiment, c'est tous ces éléments qui nous maintiennent avec nous et nous sommes fiers d'être avec lui. Très bien. Madame Elvire Villon, vous êtes avocate. Vous êtes conseiller juridique au Conseil national du patronat béninois. Dans quelles circonstances avez-vous connu M. Régis Fassia? Et puis surtout, j'ai constaté que Top Chrono vous a prêté son président pour servir le patronat. Vous êtes conseiller juridique. Autour du président Sébastien Adjavon, vous avez constitué une équipe. Comment se fait ce toilettage, n'est-ce pas, du patronat? Quels sont vos projets? Dites-nous un peu, rapidement, s'il vous plaît. Oui, merci Pierre Zokli. Vous avez posé beaucoup de questions. Et je vais essayer de répondre à chacune des questions en commençant par la plus importante, mes relations avec Régis Fassia. Je ne savais pas qu'en concluant un contrat avec Top Chrono en novembre 1997, je devrais être sur un plateau de télévision en novembre 2007 pour en parler. Ça fait 10 ans que nous travaillons ensemble. En principe, je ne devrais pas être là. Vraiment, j'avais une obligation pour cet après-midi. J'ai dû demander à un de mes confrères de me substituer dans mon dossier pour être là. Parce que je pense qu'il fallait en définitive que je sois là, simplement parce que mon cabinet est entré en relation avec d'autres entreprises qui sont mortes ou qui piétinent, mais Top Chrono est là, grandit, toujours grandissant, et nous sommes toujours en relation, nous avons toujours d'excellentes relations. Très bien. Contrairement à Move, c'est moi qui ai choisi Top Chrono. J'ai choisi Top Chrono en 1997 parce que je pense qu'il y avait des fonctions que je n'avais pas besoin d'avoir au sein du cabinet, on pouvait l'externaliser. Et puis surtout, j'avais vu des désastres dans d'autres cabinets d'avocats et je ne voulais pas répéter ces désastres au moment où moi-même j'étais en train de me lancer. Et je savais qu'une entreprise de messagerie bien gérée devrait me rendre service. Parce que ça, je crois que je le dis pour la première fois, je ne crois pas l'avoir dit jusque-là, j'ai le sentiment de vouloir le dire pour la première fois. Entre le moment où j'ai quitté la banque et le moment où je suis devenu avocat, évidemment, j'ai réfléchi à plusieurs choses, dont créer une entreprise de messagerie. J'ai écrit un projet, j'ai un business plan d'entreprise de messagerie. J'ai vu les difficultés à travers certains cabinets d'avocats que je connaissais parce que c'était mes amis, donc je savais qu'il y avait beaucoup de place pour une entreprise de messagerie. Après, j'ai décidé d'être avocat. Donc, l'un de mes premiers réflexes, en m'installant, c'était de faire appel à une entreprise de messagerie pour me décharger d'un certain nombre de choses, pour mieux gérer mon temps, pour gérer efficacement les ressources humaines au cabinet. Très bien. Et je voudrais un peu parler quand même de ces avantages-là, parce que quand vous prenez par exemple, nous avons des dossiers à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, on n'est pas obligé de se déplacer quand on a une entreprise de messagerie.
Vous pouvez envoyer les courriers, demander une ordonnance, vous envoyez votre dossier, Top Chrono le dépose, c'est prouvé, c'est livré, c'est prouvé, comme disait son spot à l'époque. Et puis, dès que le dossier est prêt, on vous téléphone, vous envoyez Top Chrono, vous allez chercher, etc. etc. Alors, en tout cas, le temps est vraiment essentiel dans notre vie. Et je crois que M. Poyon l'a dit tout à l'heure, c'était important que M. Régis Fassia pense à cette entreprise Top Chrono. Et moi, je vais m'adresser une fois encore à Madame l'ambassadeur Bernadette Dorigo. Bonsoir à vous. Vous êtes diplomate de carrière. Vous avez représenté le Bénin dans beaucoup de pays et OUA, dont le Canada. Merci donc de votre présence. Vous êtes un peu comme une maman pour Régis Fassia. Et quelle transformation avez-vous noté entre le moment où il a abandonné son job et, comme salarié et son arrivée donc à la tête d'une entreprise qu'il a lui-même voulu créer? Merci Angela. Merci d'être ici, aux côtés de Régis. Vous m'avez souligné que je suis là comme une maman. En effet, il y a des relations d'alliance entre la famille Zosso Fassia et la famille Dorigo. Donc, j'ai eu à connaître... Alors, je vais demander à notre maman de bien garder son micro pour qu'on puisse bien l'entendre. Voilà. Donc, j'ai eu à connaître Régis très jeune. Régis et mes enfants ont grandi. Nous nous connaissons dans les rencontres familiales. Régis a une belle maman, Madame Elisabeth Pognon, qui a été une promotionnaire en droit. Nous avons fini le droit ensemble, ce qui veut dire que je suis doublement maman ici pour attester que Régis, pour moi, il ne s'est pas transformé, il se réalise. C'est ça la différence. Il se réalise, la différence. Nos enfants doivent se réaliser. Et je prends à mon compte tout ce qui a été dit par... les prédécesseurs. Oui. Donc, Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. L'émission Secret de prospérité de ce jour vient donc après celles qui nous ont déjà permis de recevoir 3 grandes personnalités, 3 grands chefs d'entreprise. Rappelez-vous, le tout dernier, c'était le directeur général de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public, AGETIP, M. Raymond Adekambi. Notre 4e émission d'aujourd'hui reçoit donc un autre chef d'entreprise, le président directeur général de Top Chrono, j'ai nommé M. Régis Fassia. Comme tous les autres responsables que nous avons accueillis ici sur ce plateau, M. Régis Fassia va répondre à toutes nos questions et nous révélera certainement tous les secrets qui lui permettent de bien manager Top Chrono. Et avec la plus grande franchise, M. Régis Fassia va apporter des précisions à toutes nos préoccupations pour satisfaire donc aux objectifs de secret de prospérité. Et parlant d'objectifs, je suis sur le plateau avec le promoteur de cette émission, M. Pierre Zokli d'Alcantara. Il est président de Junior Achievement Afrique francophone. C'est avec M. Zokli que nous allons prendre à nouveau connaissance des objectifs de cette émission. M. Zokli, bonsoir. Et dites-moi, pourquoi secret de prospérité?
Merci beaucoup, Angela Damata. L'Afrique est souvent présentée comme le continent des calamités, le continent des guerres intestines, le continent tout simplement des famines. Alors, mais il est important aujourd'hui de montrer aux yeux du monde qu'au-delà, n'est-ce pas, de ces faits de société qui n'épargnent aucun pays, aucun continent, il regorge en Afrique des cadres, des femmes et des hommes qui au quotidien se battent pour transformer leur milieu. Ces femmes, ces hommes qu'on appelle tantôt entrepreneurs, tantôt leaders ou tout simplement tantôt hauts serviteurs de l'État, travaillent inspirés par une grande vision, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, ténacité, beaucoup d'opiniâtreté, se battent pour transformer leur milieu et apporter la prospérité et l'espoir à leur population. Voilà, Angela Damata, la raison d'être de Secret de Prospérité. Alors à présent, M. Zokli, vous allez nous aider à faire les présentations sur le plateau parce que nous avons quand même des invités autour de nous qui auront la parole tout à l'heure. Bien sûr, nous sommes très heureux de recevoir ce soir l'abbé Jonas Amansou, qui est le curé de l'église Saint-Michel. Nous avons le ministre Moïse Messan, nous avons bien entendu maître Elvire Vignon, nous avons plusieurs personnalités, nous avons madame l'ambassadeur Bernardine Dorego, nous avons madame Fassia, nous avons madame Plia Daniel de Télécel Bénin et bien entendu monsieur Régis Fassia, le PDG de Top Chrono. Alors, Monsieur Régis Fassia, bonsoir. Bonsoir. Et merci donc d'accepter de vous prêter aux exigences de cette émission. Je vous en prie. Alors, vous êtes le président-directeur général de Top Chrono et mieux, vous êtes le vice-président du Conseil national du patronat du Bénin. Voilà ce que nous savons donc brièvement sur votre personnalité et il vous revient maintenant de nous parler plus amplement de votre personne, notamment par rapport à votre cursus académique. En somme, je voudrais que vous nous parliez de votre trajectoire professionnelle. Merci beaucoup, madame. Avant de parler de ma trajectoire professionnelle, je voudrais tout de même apporter une petite précision par rapport à l'invitation de M. Zoukli lorsqu'il m'a contacté pour me faire l'honneur de m'inviter à cette émission Secret de Prospérité. Je lui ai dit que c'était beaucoup trop d'honneur pour moi parce que d'abord, en matière de prospérité, je n'ai pas le sentiment d'être une référence, pas davantage, je n'ai la prétention de parler de secret. Et lorsqu'il m'a convaincu de la nécessité de faire la chose, eh bien, je me suis senti tout à fait disposé à le faire. Dans tous les cas, je remercie beaucoup Gino Achievement d'avoir bien voulu m'inviter à cette mission. Et par la même occasion, je voudrais dire à toutes les personnes qui sont ici présentes que c'est avec beaucoup de bonheur que je suis entouré d'eux et qu'ils n'ont jamais ménagé leur soutien et aujourd'hui, ils en font encore la preuve. Pour ce qui est de mon cursus, eh bien, j'ai fait une école supérieure de commerce et je suis titulaire d'un master en marketing. Je suis rentré au Bénin en 1993 dans le cadre d'une entreprise américaine qui cherchait un cadre commercial. Et c'est comme ça que ma famille et moi, je n'étais pas marié à l'époque, nous sommes retrouvés au Bénin et on a fait notre petit cursus jusqu'à ce que nous ayons mis en place Top Chrono. Et d'ailleurs, ils ont trouvé quelque chose d'ailleurs. Alors, Pierre. Oui, écoutez, vous nous avez parlé donc de cette entreprise américaine, mais écoutez, quand on est dans une entreprise américaine, en général, c'est une planque. Comment avez-vous négocié, n'est-ce pas, ce virage, quitter, n'est-ce pas, une entreprise prospère, enfin, et entrer, n'est-ce pas, dans l'aventure entrepreneuriale? Oui, c'est vrai que c'est assez atypique comme parcours, simplement que l'entreprise pour laquelle je travaillais, qui s'appelait Wang Laboratories, était mitoyenne à l'UNICEF, qui est à la Padoue. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'UNICEF avait de grosses 4x4 pour aller faire des livraisons de courrier. Et un jour, j'ai assisté à un incident où, me semble-t-il, un pli avait été remis à quelqu'un dans cet organisme, et puis ça n'a pas été livré à temps. Et M. Virgile Oussou, qui était le directeur administratif de l'époque, M. Coty, était extrêmement furieux dans le bureau. Et je lui ai dit, mais attendez, dans ces circonstances, pourquoi ne pas envisager, moi, de créer une entreprise qui ferait des courriers express? Et c'est comme ça que M. Oussou m'a dit, mais effectivement, c'est pas mauvais, c'est une bonne idée.
Alors je leur ai dit, qu'est-ce que vous diriez si je voulais travailler avec vous? Ils m'ont dit, mais pourquoi pas, on s'est tout à fait disposé à travailler avec vous. Et c'est comme ça que l'idée Top Chrono a germé dans ma tête. Et puis, de fil en aiguille, j'ai conçu moi-même ce qu'on appelle le business plan, que j'ai soumis naturellement à certaines personnes de mon entourage, notamment M. Guidibi, Emmanuel à l'époque, qui était à la loterie nationale du Bénin, à mon épouse, bien évidemment, et puis à certaines personnes de ma famille. Et c'est vrai que dans cette perspective, vous voyez la difficulté qu'il y a lorsqu'on veut créer. Vous voyez ce qu'on appelle le poids familial. Vous savez, Monsieur Régis Fassia, moi je voudrais revenir sur la question de Monsieur Pierre Zoukli pour vous dire que c'est atypique de nos jours de voir quelqu'un quitter une entreprise qui est quand même prospère, dans laquelle il travaille donc, et de vouloir entreprendre. C'est vraiment atypique parce que les jeunes préfèrent donc ne pas prendre de risques. Qu'est-ce qui a été vraiment l'élément déclencheur? Non, d'abord il y a une chose qui est quand même très très vraie, c'est que je fais une école de commerce. D'accord. Et dans le cursus commercial, eh bien, on nous apprend quand même un certain nombre de choses et on a fait ce qu'on appelle beaucoup de simulations de création d'entreprise. Donc, en termes de plan de carrière, il n'a jamais été question pour moi de rester figé dans une entreprise. J'ai toujours eu la volonté et cette ambition de créer. Dans quel domaine, je n'en avais aucune idée, mais l'idée du courrier express m'est venue dans les circonstances que je vous ai évoquées tout à l'heure. Mais quand même, vous savez quand même les pesanteurs qu'il y a chez nous, vous n'avez pas été découragé? Absolument, bien sûr que j'ai été découragé. J'ai d'abord été découragé à l'intérieur même de ma famille. Hein. Vous savez, moi je me rappelle lorsque j'ai parlé de mon projet à mes parents, ils étaient extrêmement sceptiques. Je me rappelle encore, ma grand-mère m'avait dit à l'époque que si mon grand-père était vivant, qu'il ne serait pas fier de voir son petit-fils devenir facteur. D'accord. Et mes beaux-parents, qui étaient très méfiants par rapport à ces projets, étaient absolument sceptique par rapport à cela. C'est pour vous dire que du point de vue familial, aussi bien mes propres parents que tout ce qui m'entourait, eh bien, ils étaient absolument hostiles. Mais attention, cette hostilité n'est pas du tout une négation. C'est dans le souci de protéger leur enfant. Il faut faire la part des choses. C'est dans le souci de ne pas me voir déraper dans une spirale de chômage. Mais vous savez ce qui se passe en général dans notre environnement. Quand on fait une enquête sur vous, on dit, mais tiens, c'est quelqu'un d'une bonne famille, mais il a été aidé. C'est ce que les gens disent. Oui, c'est vrai qu'effectivement, j'ai été aidé parce que c'est très simple. Lorsque vous voulez créer un dossier à une entreprise et que vous construisez ce qu'on appelle le business plan, eh bien, il y a les banques. Les banques qui, naturellement, sont censées financer le projet que vous avez élaboré. J'ai fait le tour de toutes les banques, à l'époque, qui existaient sur la place, et elles ont toutes estimé que mon projet était complètement en inadéquation avec l'environnement, qu'il y avait de grosses entreprises de la place qui étaient déjà opérateurs dans le transport express, et naturellement, je me suis retrouvé en face de mon destin. Et toutes les personnes autour de moi qui, en raison, je dirais, des liens familiaux qui auraient pu m'aider, en tout cas au niveau local, ont estimé que mon idée n'était pas du tout novatrice et qu'il fallait que je me contente de mon statut de cadre, parce que j'étais quand même cadre commercial, qu'il fallait que je m'en contente et que de toute façon, que c'était une très très belle carrière. Et bien, il ne manquait que ça. Ça va revenir, on va reprendre cette question. Ne vous inquiétez pas. On va répondre. Pas tout, non? On va monter. Monsieur Fassia, écoutez, avec tout votre enthousiasme que vous avez pour démarrer cette affaire, vous connaissez les pesanteurs de notre société, essentiellement dominés par une culture du salariat et du fonctionnariat. Est-ce que vous n'avez pas été découragé par des amis, des parents dans votre aventure entrepreneuriale? Oui, bien sûr, c'est vrai que le découragement, il a été à tous les niveaux. Hein. Déjà au niveau familial, hein, lorsque j'ai émis cette idée, je dirais, de donner ma démission et de créer une entreprise, mes parents ont estimé que c'était une idée absolument inacceptable et qu'il ne fallait pas que je commette cette erreur. À l'époque, je venais de me marier, mes beaux-parents aussi ont estimé que c'était une erreur absolument grossière, qu'il ne fallait pas entamer une telle aventure. Je me rappelle très bien de cela. Et d'ailleurs, ma grand-mère, à l'époque, vieille qu'elle était, a quand même dit, écoute,
ton grand-père ne serait pas fier d'apprendre que tu es devenu un facteur. Donc il y a quand même une certaine pesanteur. Mais tout cela n'est pas fait dans un but de négation. C'est dans le souci de protéger l'enfant, de protéger l'existant. Parce qu'en fait, on a peur de se projeter vers l'avenir. Et par rapport à cela, naturellement, nos parents, avec tous les soucis qu'ils ont pour nous, avec toute la difficulté aussi à trouver du travail, eh bien pour eux, du fait d'en avoir déjà eu, il ne fallait pas s'amuser avec. C'était beaucoup plus dans cette je dirais, philosophie-là. Et en dehors de cela, naturellement, il y a les banques. Lorsque vous concevez ce qu'on appelle un business plan, les banques sont là pour vous accompagner. Il faut dire qu'à l'époque, on était en 95, donc c'était pas encore la pleine expansion économique au Bénin. Et c'est vrai que j'ai présenté mon dossier à toutes les banques de la place. Elles ont toutes, à l'unanimité, estimé que mon projet n'était pas du tout opportun et qu'il fallait que j'aille voir ailleurs. Donc, naturellement... Mais par rapport à tout cela, qui vous a vraiment soutenu? Alors, vous savez, j'ai vécu toute ma vie d'étudiant et de lycéen en France avec ma soeur, qui s'appelle Carole Fassia, qui à l'époque travaillait dans un cabinet comme auditeur chez Deloitte, ça s'appelait. Et son mari, qui est un polytechnicien qui a fait l'IX, était directeur informatique du groupe LVMH à l'époque, je me rappelle très très bien. Donc, eux, en tant que professionnels, je dirais, du management, de l'entrepreneuriat en France, des opérateurs très impliqués dans ce genre d'activité, je me suis dit peut-être qu'en leur envoyant le business plan, eh bien, ils pourraient peut-être me donner un avis beaucoup plus objectif, technique. Donc, j'ai envoyé à ma sœur le dossier de création d'entreprise. Et son mari, Philippe, m'a répondu avec un petit mot. Il m'a dit, écoute, moi je pense que ton idée est bonne. Tout ce que moi je peux te donner, c'est ce qu'on appelle les facteurs clés de succès. Donc il m'a énuméré 4 facteurs clés de succès. Et ma sœur, toujours généreuse dans son tempérament, a joint un chèque de 20 000 francs français. Eh bien, c'est avec ces 20 000 francs-là que j'ai créé Top Chrono. 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA. J'ai créé Top Chrono avec 2 millions de francs CFA que ma sœur m'avait généreusement offert. D'ailleurs, elle ne m'a jamais réclamé les 2 millions. Alors, ce qui m'intéresse, moi, vous aviez dit que dans le temps, vous étiez déjà marié. Et donc, votre belle famille, votre famille proche n'était vraiment pas pour votre entreprise. Mais comment est-ce que votre femme l'a accueilli? Quel a été son rôle dans toute cette affaire? Écoutez, d'abord, lorsque j'ai donné ma démission, j'ai estimé qu'il ne fallait pas que j'informe mon épouse, parce qu'on avait quand même un salaire qui nous permettait de fonctionner. On avait déjà un enfant. Donc, elle travaillait dans une entreprise, dans un organisme à l'époque. J'ai été la voir dans son bureau. Je lui ai dit, écoute, j'ai donné ma démission et je veux créer une entreprise. Elle m'a répondu, écoute, je sais que tu as donné ta démission, je te connais. Tu as dû anticiper cela, donc ce n'est pas la peine de me dire que tu veux donner ta démission. Je sais que tu l'as déjà donné. Dans tous les cas, moi, je t'accompagnerai dans ce projet. Et puis, on vivra de mon unique salaire. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait, c'est comme ça qu'on a fonctionné, jusqu'à ce que, naturellement, progressivement, les circonstances aidant, on a pu développer l'activité. Alors, on voit derrière tout ce que vous venez de raconter une certaine force de caractère. Et si on vous demandait de peindre vous-même votre personnage, je sais vraiment que c'est difficile de parler de soi-même, mais faites l'effort donc de nous dire ce qu'il convient de retenir de votre personne. La vérité? Oui. Je suis pénible. Ça, on l'a constaté. On l'a vécu. Mais non, enfin, vous n'êtes pas pénible. Hein. C'est le propre des entrepreneurs, ceux qui sont fonceurs. Eh bien, il faut qu'ils soient atypiques. Et je crois que vous avez raison. Merci. Oui, mais en dehors de ce caractère-là, quel caractère vous a donc valu c'est peut-être le goût du risque. Quel est ce caractère donc, qui vous a valu le fait de risquer, de laisser votre entreprise et donc de décider donc... Vous savez, j'ai fait une école de commerce. Oui. Tout revient toujours à ce parcours. Et dans notre cursus scolaire, on a eu toujours pour vocation de faire de l'entrepreneuriat. Pour nous, c'était une espèce de, je dirais, d'objectif. Et la plupart de mes amis, je me rappelle très bien, étaient convaincus que je ferais de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que ce parcours facilite beaucoup les choses. C'est vrai. Et en dehors de ça, je pense que c'est peut-être aussi une question de tempérament. J'avais envie d'oser, j'avais envie de créer, j'avais envie de prendre des risques, de prendre des challenges. Et puis quand on est pénible, hein, comme je vous l'ai dit, quand on est exécrable comme moi, hein, en tout cas, ce n'est pas mes collaborateurs qui vont me contredire, eh bien, on prend le goût du risque et puis on fonce. Hein. Donc c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que j'essayerai de continuer à faire. Alors, vous avez dit que vous êtes pénible. Nous allons voir si votre entourage ou vos proches ont la même impression. Je vous défie d'entendre le contraire. Alors, nous allons... Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que même lorsqu'ils disent que je suis pénible,
il reste très très longtemps chez moi. Mais attendons de voir ce qu'ils vont penser de vous. Nous avons donc promené notre micro et nous allons suivre avec vous donc ce que certaines personnalités pensent de votre initiative et de vos qualités intrinsèques. J'ai eu la chance d'être en école de commerce et dans la même classe que Monsieur Fassia. Monsieur Fassia est un véritable personnage, en tous les cas c'est comme ça que nous l'avons découvert en France. Lui, le béninois d'origine, il était venu donc suivre un cursus commercial en école et il fut rapidement le grand spécialiste des conférences devant des milliers de personnes. Il a la faculté, et nous l'avons découvert lors de ces années d'études, de rassembler et de fédérer des milliers de personnes dans des amphithéâtres, dans des salles de conférences, devant des grands patrons français. Et il a été le premier en France, en tous les cas à ma connaissance, pour sûr, en tant qu'étudiant, il a été le premier à réussir à amener dans des salles de conférences les grands patrons français en face des étudiants. C'est quelque chose, pour moi, qui me semblait extraordinaire et qui l'est toujours. Voilà. Depuis, beaucoup d'étudiants ont fait la même chose, mais il a été le premier. Il était en contact et il a réussi à fédérer les patrons et les amener à discuter avec les étudiants. Il est posé, il est d'un calme olympien, absolu. Monsieur Fassia, du fait de ses conférences, était en contact avec tous les grands patrons français. Il a eu plusieurs propositions très fermes et très franches de la part de ces grands patrons qui voulaient absolument l'intégrer dans leurs équipes. Il avait fait une demande de résidence sur le sol français pour pouvoir, bien évidemment, travailler dans ces groupes. Et nous avons tous été surpris lorsqu'il a annulé ces demandes et il a voulu récupérer son passeport béninois pour rentrer au pays et créer quelque chose au Bénin. Je trouve ça extraordinaire. Avoir le courage, quelque part sûrement le culot quand on est un peu jeune, de refuser les propositions qui lui ont été faites, alors que nous tous, en école de commerce, aspirions à avoir ces postes, nous rêvions de tous ces postes, lui les a refusés pour rentrer au Bénin et créer quelque chose au Bénin. Je trouve ça extraordinaire, tout simplement. La relation avec Top Chrono est très ancienne. J'ai connu d'abord M. Fassia, jeune cadre d'une société d'informatique qui était installée à Kadjaoun. Et quand il a voulu lancer Top Chrono, il est venu me voir. Comme son grand frère, pour me demander quel est mon avis par rapport au décrochage qu'il veut effectuer. Je lui avais dit à l'époque que c'est un décrochage périlleux, mais qui n'ose rien à rien. Et c'est fort de ce conseil-là qu'il a été créé Top Chrono. Donc c'est en 95 plutôt qu'on a commencé la relation réelle de collaboration entre le FAGAS et Top Chrono. À l'époque, j'étais directeur administratif financier, donc tout ce qui est courrier et autres, c'est moi qui donnais les instructions pour qu'on puisse travailler avec telle ou telle société. Il y avait d'autres sociétés plus anciennes qu'elle, que Top Chrono, mais j'ai voulu, à travers ces relations, l'encourager, voir jusqu'à quel niveau il pourrait aller. Je crois que Top Chrono, sans trop flatter M. Fassia, parce que je dis ce que je dis, je le pense réellement, a été une réussite. Voilà une société africaine qui a voulu se battre, qui a fait ses preuves sur le plan national avant de s'ouvrir sur l'international. Et je crois que c'est un exemple que les jeunes entrepreneurs devraient suivre. Ce porte veste, je l'ai eu depuis 1995, ça fait 12 ans. Avant, je l'avais quand j'étais en bas comme directeur administratif financier. Et quand je suis monté avec mon cher porte veste. Pour vous dire que je l'ai gardé par affection par rapport à mon frère Régis Fassia, aussi pour marquer l'ancienneté de nos relations. Au départ, vous voyez que c'est le logo représente un coursier qui va
pour distribuer le courrier, pour prendre et distribuer le courrier. C'était donc le logo domestique, le logo d'un Top Chrono qui n'avait pas encore un rayonnement international. Et quand il a fallu passer à l'international, il y a des standards, il y a des normes internationales en matière de logo. C'est la raison pour laquelle Top Chrono a changé de logo. Mais moi, j'ai gardé le logo original pour des raisons affectives. L'homme, sur le plan affectif, il est très charmant. Et je sais aussi qu'il est très audacieux. Et quand on n'a pas l'audace, souvent on ne peut pas réussir dans ce qu'on entreprend. Donc je crois que c'est un battant. Et je suis sûr qu'il a déjà fait ses preuves sur le plan national, il fait ses preuves sur le plan international. Mais je crois qu'on peut lui faire confiance. Nous connaissons Top Chrono depuis très longtemps. Je crois que même que nous avons été le premier, sinon un des premiers clients de Top Chrono. Nous avons utilisé dès l'origine les services de cette entreprise très dynamique et nous n'avons pu que nous louer des services de cette entreprise et également de son promoteur qui est M. Régis Fassia, que nous connaissons très bien, qui par la suite, bien entendu, a ouvert un compte chez Financial Bank Bénin et nous avons été très heureux de cette collaboration, de ce partenariat et des relations clients-banques que nous avons depuis bientôt 10 ans. Top Chrono a offert un service de qualité internationale à notre banque. Dès l'origine, les prestations qui ont été fournies ont été des prestations de qualité aux normes les plus élevées. Des qualités de rapidité, d'efficacité et à des coûts performants. Il y a beaucoup de concurrents sur la place, mais nous sommes restés en relation avec cette entreprise et je crois que le niveau de prestation n'a fait que augmenter depuis l'origine, depuis la création de cette entreprise. Je sais qu'elle a noué des partenariats très efficaces avec des sociétés internationales qui lui permettent d'entretenir un réseau de distribution efficace. Et donc, nous ne pouvons qu'apprécier les prestations de cette entreprise. Je dois aussi souligner le dynamisme de son promoteur, M. Fassia, qui sait que le succès d'une entreprise tient d'abord à la relation qu'il entretient avec ses clients et la qualité des services qu'il peut offrir. C'est lié aussi à la qualité du management des hommes avec lesquels il doit collaborer. Et, en tous les sens, on peut dire que M. Fassia est un entrepreneur. Régis Fassia, il faut dire, c'est avant tout un manager. Un manager qui, au fait, s'est moulé en quelque sorte dans la mouvance du siècle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Notre siècle est caractérisé par quoi? Moi, le nouveau millénaire, caractérisé par quoi? L'accélération, le temps, la communication. Et vous savez, le temps, c'est une ressource extrêmement importante. Les Anglais disent « time is money ». Et le temps, c'est un facteur très important du développement. Et Régis Fassia a pensé que il était utile, il est efficace, qu'il s'insère dans une filière qui puisse permettre aux uns et aux autres de mieux gérer leur temps et de faire en sorte que ce soit les entreprises ou les individus, puissent avoir l'information assez rapidement et que les décisions qu'ils sont amenés à prendre soient prises dans des conditions optimales. Et à cet égard, nous pouvons, je pense, dire que M. Régis Fassia a choisi la bonne filière. Il a choisi la bonne filière parce que il rend service, non pas seulement aux individus ou aux entreprises, aux personnes physiques ou aux personnes morales, mais il rend service à l'économie. Il rend service à l'économie en permettant, si vous voulez, en contribuant, si vous voulez, à l'efficacité de cette économie-là. Parce que la messagerie, c'est quelque chose d'essentiel, d'extrêmement important. Et depuis 1995, n'est-ce pas, qu'il est sur ce chantier,
il s'est donné corps et âme. Il s'est donné corps et âme, il s'est donné avec foi, il s'est donné avec compétence. Je l'ai vu personnellement à l'œuvre et je crois qu'il s'est en quelque sorte positionné sur la scène économique et la scène commerciale du Bénin comme un géant de la messagerie. Monsieur Régis Fassia, c'est un homme très dynamique qui a beaucoup d'imagination et qui a également le sens de leadership. Ça, c'est fondamental. J'ai beaucoup échangé avec lui. On a travaillé sur des dossiers et j'ai vu comment ça se passe. Il a beaucoup de leadership. Il a l'esprit de créativité et la suite, vous avez le résultat. Et Top Chrono également, à travers son directeur général, c'est une société citoyenne, une entreprise citoyenne qui ne pense pas uniquement à la rentabilité interne de l'entreprise, mais également à l'environnement national. Et c'est là le second aspect dont je voudrais parler sérieusement d'ailleurs, parce que l'activité même de Messageries Express, de loin, on ne s'imagine pas ce qui s'y passe. Au-delà des courriers qu'on envoie, des marchandises, il y a beaucoup d'actions, d'actes de fraude, d'actes illicites qui s'y passent. D'abord, certaines personnes reçoivent des colis qui sont des échantillons de marchandises non gratuits. Ils viennent les récupérer avec de fausses identités et disparaissent dans la nature. Et après, nous, au ministère du Commerce, nous recevons des courriers des expéditeurs qui déclarent avoir été escroqués par telle ou telle personne. Et quand on remonte la filière, nous constatons que c'est des personnes qui n'existent pas, qui ont donné de faux noms, donc des personnes fictives pratiquement. L'autre aspect également, je pense que vous avez vu les preuves, là, il y a beaucoup de transactions frauduleuses sur des valeurs monétaires fausses également. Vous avez des faux dollars, des faux travail chèques, etc., qui utilisent ce système-là. Et là où je dis que Top Chrono fait partie des entreprises citoyennes, c'est que depuis plus de 10 ans, le PDG de Top Chrono et moi, nous avons travaillé ensemble pour essayer d'enrayer autant que faire se peut ce phénomène-là. Voir donc sourire à certains endroits de ce reportage. Et maintenant, j'aimerais que vous nous fassiez part donc de vos réflexions et commentaires. D'abord, le premier reportage, c'est effectivement un ancien camarade d'école, Patrice Elolé, qui a parlé des conférences d'école que j'organisais. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Ce n'est pas du tout moi qui ai innové ce concept en France, en tout cas quand on était étudiant. Eh bien, c'est une idée qui est venue d'un jeune étudiant qui s'appelait Jean-Michel Abimbola. À l'époque, il faisait une école de commerce tout à fait prestigieuse, et puis il a créé ce qu'on appelle une BDE, qui s'appelait Enjeu Capital. Et c'est Enjeu Capital qui organisait de très grandes manifestations de cette nature-là. Et puis un jour, j'ai été le voir, je dis, écoute, j'aimerais bien faire la même chose à Grenoble, là où je suis. Et il m'a dit, écoute, c'est très simple, crée toi aussi ton association de loi 1901 pour faire ce genre de conférence. Évidemment, j'ai créé cette association et j'ai demandé à tous mes camarades d'école de constituer le bureau. Naturellement, on a constitué le bureau. Plutôt que de me choisir comme président, parce que c'est quand même moi qui ai eu l'idée, on m'a pris comme vice-président. Quand j'ai téléphoné à Jean-Michel, il me dit, attends, tu n'espères quand même pas que les Blancs te prendront comme président d'une association française. Donc c'est la première leçon que tu vas tirer de cela. Donc c'est lui qui a eu ces genres d'idées, c'est vrai qu'on a essayé de développer. Et tout à l'heure, lorsque j'ai écouté M. Couillon Stanislas, c'est beaucoup trop d'honneur et beaucoup trop d'amitié à mon endroit. Et ça me ramène à quelques mois en arrière. Vous savez, j'ai beaucoup d'affection pour toutes ces personnes. Et d'ailleurs, vous en avez vu quelques-uns ici. Je me rappelle Maître Bertin Bornand, je suis sûr que s'il était vivant, il aurait été naturellement parmi nous aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a apporté une aide fondamentale à Top Chrono. Et lorsque j'ai été le voir un mois avant son décès, à l'époque, il parlait déjà très très difficilement. Quand il m'a regardé, il m'a reconnu et il m'a posé une question. Il m'a dit, comment va Top Chrono? Très bien. Et lorsque des gens comme ça vous apportent leur soutien, vous n'avez pas le droit de les décevoir. Vous avez envie de vous battre, de continuer à mériter leur confiance. Okay, merci beaucoup. Je connais très bien
M. Stanislas Yedomok-Boyon, que j'avais également invité à ces genres de conférences quand il était représentant spécial de la Banque mondiale auprès de la Banque africaine de développement. Je l'avais invité dans mon école, là où j'étais chef de département management, et je sais de quoi il parle. Monsieur Fassia, dites-nous, vous avez toutes les possibilités, n'est-ce pas, en France? Votre camarade de classe l'a dit, et vous laissez tout tomber, vous rentrez au Bénin pour une aventure. Que pensez-vous de nos jeunes qui, eux, ont plutôt le regard tourné vers l'Europe? Ils pensent que c'est là-bas l'Eldorado, c'est là-bas leur avenir, alors que vous faites le sens contraire. Que pensez-vous de tout ce qu'on appelle la fuite de cerveau aujourd'hui? Il y a des gens très brillants qui restent là-bas. Pourquoi? Quel message avez-vous à leur adresser? Non, je pense que la vie est une question de choix, d'une part. Et d'autre part, les opportunités ne sont pas toujours les mêmes. Vous savez, la plupart des personnes qui rentrent aussi, c'est parce que